Merci d'être avec nous, Françoise Gatel. Bonjour. Vous êtes sénatrice centriste d'Ille-et-Vilaine, présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Et on va évidemment faire le bilan de ce congrès des maires avec vous. Il s'est achevé hier par un discours d'Elisabeth Borne, auquel vous avez bien sûr assisté. Je suis devant vous avec humilité et détermination. C'est ce qu'elle a dit aux maires de France. Vous avez été satisfaite par la tonalité de ce discours? Je pense que les mots d'humilité, voilà, c'est juste. Parce que je pense que cette femme, en tout cas, elle pense ce qu'elle dit et elle fait pas d'effet de manche. Donc, vraiment, moi, je lui dis mon respect. C'était pas évident de venir au congrès des maires. C'est comme chaque année. Alors, elle dit, et je la crois, quand elle dit, voilà, on va dialoguer, j'ai confiance, peut-être qu'on s'y est mal pris. Bon, ceci dit, on a beaucoup de faux départs depuis quand même un long moment. Maintenant, on est sur un vrai départ pour vous dans les relations entre maires et exécutifs? Entre Elisabeth Borne, Monsieur Béchu, avec qui on travaille sur le zéro artificialisation, on parle des collectivités. Voilà, on parle beaucoup. Toutes les associations d'élus le font. Donc, je trouve que ça, c'est mieux qu'avant, sans aucun doute. Même si nous, au niveau des collectivités, je trouve que dans le mandat précédent, avec Jacqueline Gouraud, ça se passe bien. Bon, maintenant, je pense que cet esprit, il n'a pas conquis suffisamment. C'est-à-dire, je pense qu'il y a trop souvent une domination bercyenne. C'est-à-dire que Bercy clôt parfois le discours et la confiance par la disparition de crédit. Donc, il faut que Madame Borne, elle convainc Bercy que la politique, les finances sont aussi au service de finalités et qu'il ne faut pas qu'il y ait de décalage entre le discours, ses intentions qui sont vraies et sincères, et puis ce qui se passe à la fin et l'atterrissage, si je puis dire. Et quand même, on voit des surprises bercyennes, si je puis dire. Ouais. Et on va longuement parler de cette question des finances, puisque le Sénat, évidemment, dans sa partie recettes, a voté des dispositifs de soutien aux collectivités. Un mot sur la zéro artificialisation nette des sols. C'est d'ailleurs une inquiétude des élus. C'était une attente dans le discours d'Elisabeth Borne. Elle a annoncé hier une territorialisation. Oui. Elle dit je ne veux pas réactiver le clivage urbain-ruraux. C'était la bonne réponse pour vous? Alors, je pense et je sais que le gouvernement a compris que ce truc de zéro artificialisation n'était une folie. C'est-à-dire, il faut réindustrialiser, ramener des entreprises, il faut loger des habitants, il faut faire des infrastructures et on aura zéro artificialisation. Et que ce qui se passait avec le décret d'application, c'est que on éteignait la lumière dans les campagnes puisqu'ils avaient le droit à la moitié de ce qu'ils avaient consommé quand ils avaient consommé 0 hectare. Voilà. Donc il fallait réconcilier. Le Sénat, c'est le Sénat qui a interpellé là-dessus et le gouvernement l'a compris. Nous travaillons beaucoup et je pense qu'on va se rejoindre et le groupe de travail présidé par Valérie Létard et animé par Jean-Baptiste Blanc va rendre ses conclusions dans pas longtemps et j'espère qu'on va arriver au bout du chemin. L'idée étant, il faut qu'on soit économe dans la consommation de foncier, mais on ne va pas éteindre la lumière partout. Il faut que les gens continuent à vivre et qu'il y ait des services. Donc c'est un vrai développement durable qu'on veut faire. On va parler des finances, évidemment, préoccupation majeure des élus durant ce congrès. Vous examinez cette semaine le budget. La partie recettes a été votée hier et plusieurs modifications ont été apportées pour soutenir les collectivités. On voit ça avec Quentin Calmet. Bonjour Quentin. Bonjour Ariane, bonjour Françoise Gatel. Je me suis un peu pris le rideau, tout va bien, je suis là. Vous êtes rentré en plein congrès des maires, Quentin. C'est surtout le dossier des collectivités locales, sur le dossier des collectivités locales que les modifications ont été apportées au budget. Voilà, on va commencer par évoquer la CVAE, bien sûr, puisque ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, Ariane, notamment sur cette antenne, que les élus alertent sur cette suppression. On parle de cet impôt payé par les entreprises et perçu par les départements et les intercommunalités. Un des derniers leviers de fiscalité des collectivités locales depuis la suppression de la taxe d'habitation. Donc le gouvernement voulait dans ce budget supprimer la CVAE. La droite sénatoriale voulait plutôt reporter la suppression le temps de mieux travailler sur la compensation de cette CVAE. Et coup de théâtre en séance, c'était lundi vers midi. Une majorité a voté à main levée pour supprimer la suppression, en clair pour maintenir la CVAE. Écoutez un sénateur écologiste, c'était donc lundi en séance.
On ne peut pas parler de la suppression de la CVAE sans parler des services que rendent les collectivités. Monsieur le ministre, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, vous soutenez avec une grande vigueur les entreprises. Mais soutenez les collectivités territoriales. Vous savez très bien que leur rôle est aussi fondamental pour notre pays. Et je me permets de le dire aussi. D'accord, la richesse se crée dans les entreprises, mais la cohésion sociale se crée par les collectivités. Le rayonnement culturel de notre pays se crée par les collectivités. La qualité de vie se crée par nos collectivités. Et c'est aussi pour ça que des entreprises s'installent chez nous. Voilà, un plaidoyer en faveur des collectivités locales. Arrêtons-nous un instant sur cette CVAE, si vous voulez bien, Françoise Gatel. On en avait parlé déjà depuis le congrès des départements qui se tenait à Agen. C'était il y a un mois. Ça inquiétait beaucoup les départements. Que dire de cette suppression de la suppression en séance? Vous êtes d'accord ou vous auriez préféré un retard? Comment est-ce que vous avez vécu la séquence? Je pense que dire qu'on supprime la proposition du gouvernement, c'est vraiment un signe, un symbole. C'est dans ce pays, je pense qu'il faut qu'on soit conscient que les impôts servent à l'action publique et que le lien entre les collectivités et les entreprises, c'est important. En Bretagne, aujourd'hui, près de chez moi, il y a une usine qui doit ouvrir avec 500 emplois. On a aujourd'hui des militants qui ne veulent pas de cette usine. Les maires et les élus défendent ce projet, mais si vous n'avez pas l'argument de ressources venant de l'entreprise pour expliquer que cette entreprise, c'est bien, ça fait du développement, ça va aider à financer des équipements publics, vous n'avez plus aucun argument pour accueillir des entreprises. Voilà, c'est à l'acceptabilité, la pollution, la nuisance d'une entreprise est mieux acceptée si on sait qu'on perçoit des impôts sur cette entreprise. Que l'entreprise contribue par ses ressources à la vitalité du territoire. Alors, la suppression de la CVAE, c'est comme la suppression de la taxe d'habitation. CVAE, c'est intelligent économiquement de supprimer parce que ça rend nos entreprises plus performantes. Ok, sauf qu'à un moment, la deuxième partie de l'équation, c'est à quoi sert cet argent et comment on fait. Donc on a décidé de supprimer, mais on n'a pas vraiment examiné la sécurité du remplacement. Donc nous, on demandait un peu de temps pour être sûr de l'atterrissage et pas faire encore des aventures financières. Mais ça, c'est ce que demandait Gérard Larcher. Il demandait un report d'1 an. Pourquoi vous n'avez pas fait Absolument. Ça parce qu'on est allé plus fort et plus loin. C'est comme ça. Ça, vous avez vu comment ça s'est passé. Bon, mais on va voir comment. On va voir l'atterrissage final. Oui. Sur ce qu'a dit Elisabeth Borne hier, juste un mot, Quentin, là-dessus, puisqu'Elisabeth Borne, elle a parlé de la CVAE, elle a dit que ça serait compensé par de la TVA, oui, qui est plus dynamique, que du coup, ça sera bénéfique pour les collectivités, mais que ça sera calculé sur les dernières années connues, 2020-2023. Ça, c'est bien, ça, ou pas? Alors, je pense que la TVA est un impôt dynamique, donc c'est pas forcément une mauvaise idée. Maintenant, il faut quand même qu'on regarde bien le montant de l'addition, si je puis dire. Et quand nous, on a supprimé la suppression, c'est parce que je rappelle qu'à un moment, il y a quand même eu un amendement au Sénat pour dire que d'ores et déjà, on supprime la moitié de la CVAE. Et que nous, ça n'était pas possible. La position du Sénat, c'est-à-dire, on regarde ce qui va se passer et après, on y va. Comment est-ce qu'on explique que la droite ait pas eu gain de cause, puisqu'on le dit, la droite voulait aller attendre un peu avant la suppression de la CVAE. Finalement, il y a une majorité de circonstances. La droite a été un peu battue. Vous le reconnaissez? Enfin, je ne sais pas ce que vous appelez la droite. Oui. Le groupe LR. Le groupe LR, oui, c'est-à-dire qu'à un moment, chacun a dit qu'il y avait une autre façon de prendre les choses et que sans doute c'était mieux d'aller dans ce sens-là que de choisir une suppression à hauteur de 50%. On continue, Quentin, parce qu'évidemment, il y a eu d'autres mesures avec le volet du budget consacré aux collectivités. Les sénateurs ont adopté d'autres mesures importantes. Oui, on pense par exemple à l'augmentation de la DGF, la dotation globale de fonctionnement, le nerf de la guerre pour boucler les budgets quand on est une collectivité. Donc, les sénateurs ont voté une augmentation de la DGF au même niveau que l'inflation. Oui. Autre mesure votée cette semaine qui concerne les collectivités locales, l'élargissement du filet de sécurité énergétique à toutes les communes et pas simplement au quart des communes qui sont le plus en difficulté. Alors, commençons par la DGF. Le gouvernement voulait augmenter de 320 millions d'euros. Les sénateurs ont préféré donc la coller à l'inflation, qui est donc de 4,5% l'année prochaine. C'est le chiffre qui est ici. Quant au filet de sécurité, les sénateurs l'ont élargi à toutes les communes et on le voit effectivement, c'est
c'est le point qui est là. On le voit, c'est aussi le Congrès des maires qui pèse sur toutes ces modifications. Les sénateurs qui vont encore plus loin que ce que voulait le rapporteur. Non, nous, on n'a pas on n'a pas voulu avoir un effet Congrès des maires. C'est pensé, cette affaire. L'indexation de la dotation sur l'inflation, moi j'ai présenté un amendement de cette nature et je le défends depuis longtemps. Pourquoi ? C'est parce que je pense que ce qu'il faut, et pour le gouvernement, et pour nous, et pour les entreprises, c'est que ce soit simple, clair et sûr. Parce que quand les collectivités demandent une indexation sur l'inflation, c'est parce que leurs dépenses de cantine, de transport et d'assainissement augmentent avec ça, et que si les collectivités, elles n'ont pas une sécurité, ça veut dire que demain, elles ne vont pas investir. Et investir, ça veut dire quoi ? C'est faire travailler les entreprises, soutenir l'emploi. Donc, quand on demande ça, c'est pas un cadeau qu'on fait à une œuvre de charité qui serait les collectivités. Il faut qu'on arrête de raisonner comme ça. C'est parce que nous, on a besoin d'assurer ce qu'on appelle les services essentiels. Et demain, il faut que les collectivités puissent continuer à être le moteur de l'économie. S'il n'y a pas d'investissement des entreprises, il y a des collectivités, il n'y a pas de carnet de commandes pour les entreprises. Et en plus, le gouvernement est en train de s'embêter, sincèrement, avec son filet de sécurité. Alors, c'est tellement compliqué qu'on a passé 2 heures l'autre soir à essayer de dire... En fonction du niveau d'endettement, Bon, c'est une usine à gaz... qui, en fait, ne va pas vraiment, moi je crois, profiter ou être utilisable par toutes les collectivités. Donc on ne va pas dépenser l'argent, on va avoir des collectivités... Vous avez été satisfaite de ce qu'a dit Elisabeth Borne. Elle a reconnu quand même que c'était une usine à gaz. Elle a dit que c'était trop complexe pour les collectivités. Mais oui, et j'ai entendu à la conférence de presse ou à la présentation qu'elle avait faite de ça, qu'elle-même avait dit que c'était touffu. C'est-à-dire... Donc là-dessus, il va y avoir clarification. Ça, c'est bien. Maintenant, nous, on a proposé au Sénat un truc, alors, très simple, très sûr et raisonnable. C'est un filet de sécurité, c'est-à-dire un amortissement, en quelque sorte, du prix de la hausse du prix de l'énergie pour toutes les collectivités. Donc, c'est simple, tout le monde y a accès, parce que les collectivités, elles font toutes des services essentiels. Sur la DGF, non, mais allez-y. Oui, on voit toutes ces modifications là qu'on évoquait sur les collectivités locales. Est-ce que ce ne sont pas autant de lignes rouges avec le gouvernement qui font que le texte du Sénat va être inacceptable pour le gouvernement ? C'est le gouvernement qui dit que c'est rouge. Je veux dire, mais en même temps, on a proposé des recettes. Je veux dire, le groupe centriste, il a proposé, comme il l'a déjà fait en 2022, une contribution solidaire exceptionnelle des super profits. Ça n'a pas été adopté en séance. Peut-être, mais il appartient au gouvernement de réfléchir, on n'arrête pas d'en causer. Je pense qu'au Sénat, on est... Sur la DGF, d'après ce qu'a dit hier Elisabeth Borne dans son discours, elle n'a pas l'air de vous suivre. Vous pensez que ça va être... En tout cas, elle ne nous a pas précédé sur l'idée, ça c'est sûr. Non, mais elle a rappelé hier dans son discours que c'était une augmentation inédite, que 95% des collectivités allaient voir leur dotation se stabiliser ou augmenter. Ouais, moi je veux bien tout ça. Mais en fait, je pense que ce que nous proposons avec cette indexation, c'est beaucoup plus simple. Et au final, je ne suis pas sûre que ça coûterait plus cher au gouvernement. Même si on avait une dotation de fonctionnement qui augmentait d'1 milliard, et ce n'est pas le cas avec ce qu'on a proposé, la hausse du coût de l'énergie, c'est 11 milliards. Et pour finir là-dessus, le gouvernement utilise le 49.3 à l'Assemblée nationale. Vous pensez qu'il va chercher à faire quoi sur le budget ? Essayer de trouver un compromis avec les sénateurs ou réécrire le texte complètement d'un trait de plume avec le 49.3 ? Personne ne comprendrait ça. Je veux dire, on était tous hier. Donc ces amendements pourraient être pris dans la version finale. Je ne sais pas, mais il ne peut pas y avoir la parole du Congrès de Versailles et derrière un 49.3 qui efface tout ce qu'on a fait. Donc, jusqu'où le gouvernement va accepter d'avancer, j'en sais, mais vraiment... Vous ne comprendriez pas qu'il y ait un nouveau 49.3 à l'Assemblée sur ce budget ? J'en perdrais mon latin. Un mot quand même sur les contrats de Cahors, puisque ça aussi c'était une inquiétude des élus. Bon, Elisabeth Borne là-dessus, elle a été claire, elle a dit il n'y aura pas de nouveau contrat de Cahors, il n'y aura pas de coercition et on va réfléchir avec les parlementaires à une trajectoire similaire pour l'État et les collectivités. Ça vous satisfait ça ? Oui, c'est ce que demandait Gérard Larcher. Puis je voudrais juste rappeler quand même que toutes les collectivités ont un budget équilibré. Parce que vous ne pouvez pas emprunter pour payer vos fonctionnaires, payer la cantine. Ça, c'est pas possible. Donc, il ne faut pas qu'on nous donne de leçons et que l'on dise
on n'est pas plus exigeant avec les collectivités que l'on est avec l'État. Moi, ça me semble bien. Il faut quand même rappeler qu'il y a un principe de libre administration. On n'est pas les sous-traitants de l'État. Voilà. Et non, mais on va pas. Oui, on va pas être puni parce que à un moment on aurait mal géré, ce qui n'est pas le cas. Alors il y a toujours un ou deux exemples, mais quand la cantine augmente, quand l'énergie augmente, vous dépensez plus. Enfin, je veux dire, voilà. Donc moi j'espère que la première ministre, et je doute pas de sa sincérité, mais il faut qu'elle aille contaminer Bercy, quoi, parce que c'est mais c'est sans plaisanter. On a un vrai sujet là, c'est-à-dire à Bercy, ils ne nous comprennent pas. Ils ont un langage de comptable et ils ne comprennent pas la vraie vie. Un mot, Quentin, pour être complet, puisque le Sénat, on l'a dit hier, a voté la partie recettes avec d'autres modifications du budget. Oui, voilà, un petit récap, puisque ça fait maintenant une semaine, 8 jours que les sénateurs se sont emparés du projet de loi de finances. On va voir tout ce qui a été adopté ou pas depuis la semaine dernière, puisque on a retenu par exemple qu'il n'y avait pas eu de majorité pour voter une taxation des superprofits au-delà de ce que prévoit la Commission européenne. On le voit, c'est le premier point. Autre mesure, la baisse de la TVA sur les transports collectifs de 10% à 5,5%. Les sénateurs, vous avez également adopté un tarif réduit des carburants pour les aides à domicile en milieu rural. On a retenu aussi qu'une majorité avait rejeté le projet de création d'un loto de la biodiversité, pourtant dans les cartons à Bercy. Même question pour la CVAE et que pour les mesures sur les collectivités locales. Qu'est-ce qui va rester de toutes ces autres modifications qui ont déjà eu lieu depuis le début? Alors, il y en a deux qui sont importantes. C'est la baisse de la TVA dans les transports en commun. Aujourd'hui... À l'exception des TGV qui sont ouverts à la concurrence, mais voilà, pour tous les autres... c'est important. Voilà. Et puis moi, je suis très contente de la mesure pour les aides à domicile en milieu rural, parce que ce sont souvent des femmes qui ont des horaires difficiles, qui vont travailler chez les personnes âgées, qui font beaucoup de kilomètres dans des territoires où il n'y a pas de bus, et un métier pour lequel on a du mal à recruter. Et donc ça, c'est vraiment une mesure sociale très intelligente, parce que c'est aussi accompagner le vieillissement de personnes parfois isolées. Donc j'espère que cette mesure va être conservée. Merci Quentin, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. On va parler des cabinets de conseil, l'affaire McKinsey qui revient devant de l'actu. Une question pour Françoise Gatel, on l'a fait maintenant. Après, on reparle des collectivités. Je vous en prie, effectivement, vous avez vu cette communication du parquet national financier qui a annoncé hier via un communiqué qu'il y avait bien 3 enquêtes qui étaient en cours, dont une qui concerne les élections présidentielles de 2017 et 2022. C'est peut-être le volet le plus surprenant, puisque voilà, les affaires d'optimisation fiscale de McKinsey, on savait qu'il y avait une enquête. Le fait qu'on enquête sur les 2 campagnes présidentielles de 2017 et 2022, c'était surprenant. Comment est-ce que vous avez réagi? Moi, j'ai appris comme tout le monde les choses. Ensuite, la justice dans notre pays, elle est totalement indépendante, elle entreprend des choses, et que moi, je trouve que ça montre bien qu'on est dans une démocratie. Voilà, il appartient à la justice de faire son travail. Et on verra. Donc ça émeut beaucoup. Moi, je dis aussi, attendons, ou ça buzz beaucoup, attendons aussi les résultats. Le Sénat est au cœur de l'affaire, puisque c'est le rapport sénatorial de mars qui a enclenché une partie de l'affaire. Vous le reconnaissez? Alors, au cœur de l'affaire, je ne sais pas de quelle affaire vous parlez, entendons-nous, le Sénat a beaucoup travaillé, avec notamment notre collègue Bazin et Assassi. Ils ont fait un travail remarquable sur le recours au cabinet privé. Effectivement, le rapport a été voté à l'unanimité. Il y a plus de clarté, de transparence, c'est parfait. Merci Quentin, on en reparle évidemment tout à l'heure. On va aller à Rennes, du côté de chez vous. On retrouve Stéphane Beignet, que vous connaissez bien, directeur de l'information de TV Rennes. Bonjour Stéphane. Merci beaucoup d'être avec nous. On revient à la question des collectivités, puisque retour avec vous sur l'un des motifs d'inquiétude des élus locaux. Oui, ça n'est pas une surprise. Les élus, les collectivités sont particulièrement inquiets, principalement de cette hausse de l'énergie. On entend parler dans les collectivités de x4, x5 pour cette année 2023. Donc les motifs d'inquiétude sont bien présents. Alors on entend certaines choses dans certaines communes. Ce sera fromage ou dessert. On va réduire peut-être la taille des assiettes pour mettre un peu moins, car on ne veut pas faire supporter
supporter ce prix et des augmentations aux familles. Et puis on entend aussi que les piscines pourraient baisser de 1 ou 2 degrés pour ne pas alourdir les factures. En tout cas, sénatrice Françoise Gatel, il y a des motifs d'inquiétude parce que le fil rouge de ce congrès des maires et des présidents d'Interco, c'était sur le pouvoir d'agir. On est en mesure de se poser cette question. Est-ce que l'on pourra encore agir au quotidien avec efficacité auprès des populations? Mais j'ai une question plus précise sur le rôle entre les communes et les intercommunalités. Comment aujourd'hui mieux faire travailler cette coopération pour faire ensemble ce qu'il est difficile parfois de faire seul? Bonjour Stéphane Beignet, c'est un excellent résumé de ce qu'est l'intercommunalité. En Bretagne, on est depuis longtemps convaincu de l'importance de l'intercommunalité, ça se passe bien. Aujourd'hui, chacun sait que les communes sont très importantes. Le maire, c'est l'interlocuteur et le cœur de l'affaire, parce que c'est lui qui incarne physiquement les choses. Mais à un moment, pour accueillir des entreprises, pour faire des structures pour la petite enfance, faire des équipements sportifs, c'est plus intelligent de travailler ensemble au sein d'une interco, ce qui fait qu'on a plus en dépensant moins. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'intercommunalité va permettre, avec les communes membres, de gérer au mieux une période qui est une période difficile, vous l'avez évoqué, et en même temps, moi je le dis très franchement, je suis vraiment une apôtre de l'intercommunalité, mais l'intercommunalité n'est pas une tutelle de la commune, c'est un espace de coopération, elle n'a pas à décider en lieu et place. On doit respecter ce cœur de la démocratie, et celui qui, au final, le président Larcher dit tout le temps, il est à portée d'engueulade, il est responsable de tout, c'est le maire, parce que, au-delà de l'efficacité, c'est-à-dire de ce que vous avez évoqué, le prix de la cantine, le prix de la piscine, à un moment, vous avez besoin d'avoir une personne que vous allez interpeller parce que vous avez besoin de sentir que la République, elle est partout et elle est pour tous. Donc le maire, c'est vraiment la personne centrale. Et puis après, l'interco, comme les syndicats, sont des outils formidables, très intelligents, que les communes savent Elisabeth Borne, utiliser. hier, elle a dit le développement des intercos ne doit pas se faire, et des métropoles ne doit pas se faire au détriment des communes. C'est un message on l'a important. vu, et parfois, Stéphane Beignet, il le sait, en Ille-et-Vilaine, on a parfois l'impression que les intercommunalités dominent et que les interlocuteurs de l'État, au lieu de parler à 35 000 maires, ils vont parler à quelques milliers d'intercos, ça va plus vite, ils pensent que ça va plus loin, c'est faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont bien les maires qui sont élus par leurs concitoyens et qui doivent rendre des comptes. Et celui qui rend des comptes, celui qui est tenu comme responsable, c'est lui qui doit participer à la décision. Par contre, un maire, il ne peut plus être tout seul. Mais en Bretagne et en Ille-et-Vilaine, cher Stéphane, vous savez bien que, voilà, nous, on est dans cette démarche très positive et en même temps, on reste toujours vigilant et exigeant pour que l'interco ne marche pas sur les pieds de la commune, ce qui ferait qu'on se prendrait les pieds dans le tapis, je pense. Merci Stéphane Beignet, merci beaucoup d'avoir été avec nous, directeur de l'information de TV Rennes. Un dernier mot sur ce vote hier à l'Assemblée, Françoise Gatel, puisque les députés ont voté très largement l'une des propositions des Insoumis, inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Le Sénat avait refusé de voter un texte similaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce vote? Moi, je suis contente que vous me posiez la question, parce qu'on a beaucoup de mal à s'exprimer. Je rappelle que cette proposition de loi ne vient pas dire que le droit à l'IVG serait remis en cause dans notre pays. Il ne l'est pas. Aujourd'hui, on a une proposition qui est devenue une proposition de loi adoptée, qui nous fait croire que sans cette proposition de loi et sans cette intégration dans la Constitution, le droit à l'IVG serait contesté. C'est faux. Moi, je n'ai pas voté au Sénat cette constitutionnalisation parce que je pense deux choses. D'abord, c'est pas parce que vous mettez dans la Constitution que vous ne pouvez pas modifier les choses. Et qu'aujourd'hui, le sujet, c'est comment on permet à des femmes
d'avoir recours à ce droit à l'IVG. C'est-à-dire, comment on a un accueil dans les hôpitaux, comment on a des médecins qui pratiquent ces actes-là, comment on agit mieux en prévention. Et mettre ça dans la Constitution, sincèrement, vous voyez, c'est comme un symbole, mais le symbole ne fait pas les choses. Donc, moi, et deuxième élément, vous savez, quand j'entends les arguments, on me dit... le droit à l'IVG est en danger parce que à l'extérieur il y a des mouvements de contestation et de raidissement de la loi. Moi, ça me fait un peu peur parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est comme si on avait acté le fait qu'en 2027, on aurait une élection présidentielle qui nuirait profondément à la démocratie. Et moi, je pense qu'il faut résister, il faut se battre pour. Et en plus, même le Front National a voté pour la constitutionnalisation. Un dernier mot rapidement pour être clair, puisque l'aval du Sénat est indispensable pour la poursuite de ce texte, vous continuerez à voter contre ? Non, mais moi, je ne voterai pas pour une mesure qui, aujourd'hui, est un leurre pour la population. Merci Françoise Gatel. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée et d'être venue faire le bilan de ce congrès des maires avec nous. On continuera évidemment à en parler dans 20 minutes dans le Club des territoires puisque Elisabeth Borne a fait plusieurs annonces. Les maires ont-ils été convaincus ? On les entendra dans 20 minutes. D'abord, on va parler d'Ukraine avec notre invité suivant. C'est Jean-François Colosimo qui nous rejoint.